Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui nous allons aborder l'assistance électrique mais version vélo sportif, que ce soit sur route ou gravel. Pour nous accompagner et comme à l'habitude sur la capsule dans l'atelier, nous sommes heureux d'accueillir JP. Bonjour JP. Bonjour Arnaud. Et bien, une nouvelle fois ravi de pouvoir échanger avec toi sur des sujets qui sont passionnants. Et aujourd'hui, on va aborder l'assistance électrique, mais sous l'angle du vélo sportif et non pas d'un mode de déplacement, ce qu'on peut appeler doux, du vélo taf, mais vraiment l'aspect sportif, donc que ce soit vélo de route ou vélo gravel. Il y a des différences significatives en termes de fonctionnement, d'utilisation, mais aussi de performance. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, JP, en introduction à ce sujet ? J'espère qu'on n'a pas perdu la moitié des auditeurs en écrivant assistance électrique et sportif dans la même phrase. Si vous avez appuyé sur pause, revenez. On peut pas éluder la question de toute façon. Elle fait partie du paysage et de plus en plus c'est arrivé dans le sport par le VTT, par le vélo tout-terrain et sur la route et sur le gravel, on n'y coupe pas. Donc on va parler du principe et puis après on va voir comment ça s'applique. Donc une assistance électrique par le biais d'un moteur électrique et d'une batterie avec différentes formes ce sont des moyens qui sont là pour aider, puisqu'on parle d'assistance, aider le sportif dans l'accomplissement de sa performance sportive. Donc ça vient compléter l'effort de pédalage délivré par les muscles du sportif. Et ça vient les compléter avec un algorithme qui va dire plus on appuie sur les pédales, plus je vais délivrer de puissance et de couple. Parce que c'est vrai que pour un vélo musculaire notamment, là le vélo est propulsé par la seule énergie qui est celle du corps humain, donc que développe le cycliste. Alors que comparativement justement, le vélo avec assistance électrique, lui il a ce soutien qui lui permet, effectivement tu as cité cet algorithme, en fonction de la pression et de la puissance qui est mise sur les pédales, de renvoyer une puissance plus importante ou en tout cas plus équilibrée. Mais il y a l'assistance de pédalage qui fait toute la différence, très clairement. Oui, alors il y a plusieurs formes de captation. On va revenir sur le système technique et on prend aussi la vitesse. Puis il y a différentes architectures de ce système d'assistance. Et là, on parle d'assistance, donc c'est un complément d'énergie. Et puis pourquoi je parle d'assistance à dessein, parce qu'on est en train de parler de vélo de route. Donc pour l'instant, on va parler de choses qui sont homologuées et qui doivent fonctionner sur la route. En tout cas, je pense que c'est ce qu'on doit dire si on parle de vélo de route, parce qu'on sait que c'est déjà dévié ou perverti, ou utilisons le mot qu'on veut, mais il y a plein de gens qui vont aller modifier ce système pour qu'ils puissent propulser le vélo plus vite, sans limite de vitesse, puisque aujourd'hui la réglementation qu'on a, en tout cas sur le territoire, c'est que l'assistance doit se couper à partir de 25 km/h. Voilà. Donc si on parle de ça, on va voir comment ça peut trouver une place dans la pratique sportive. Moi, en tout cas, c'est ce qu'essaye de nous proposer l'industrie. Elle se cherche encore. Et je crois qu'on l'avait dit une fois, je pense elle a trouvé le produit avant de trouver l'usager, ou l'usage même, voilà, les deux. Mais donc on va essayer de débroussailler un petit peu ça, de voir ce qui existe aujourd'hui et puis ce qui va exister demain, les tendances, les acteurs. C'est un peu l'idée de notre discussion d'aujourd'hui, mais sur le principe, voilà, on parle d'une assistance, pas d'une mobilette, pas d'un cyclomoteur. Tu fais bien de le préciser. Voilà. Et qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui pour une personne qui nous écoute, qui hésite ou qui suit ça ? Parce que c'est vrai que moi j'ai la sensation que le vélo électrique était arrivé, on en entendait beaucoup parler un petit peu avant 2020, on va dire 2018-2020, ça poussait vraiment fort. Et même moi, je pensais très clairement que le vélo électrique avait un avenir juste incroyable. Et pourquoi pas un jour introduire des étapes du Tour avec une assistance électrique, parce que c'est passionnant. Et c'est une assistance, effectivement, il faut quand même pédaler avec un niveau de batterie. Donc il y a un côté stratégique qui est très important. Mais quels seraient l'avantage d'avoir un vélo électrique aujourd'hui pour un sportif, un sportif qui fait ses sorties en groupe ou seul, mais qui aime bien aller rouler 1h30, 2 heures, voire plus. Quel serait l'intérêt d'avoir une assistance, d'avoir un vélo avec assistance électrique ? À quel moment ça prend le pas, ça prend le dessus ?
Ça prend le dessus nécessairement dans les parties de parcours où tu as besoin de plus de ressources, ou en tout cas tu puises plus massivement dans tes ressources, donc les montées. Voilà. Et quel effet ça peut produire. Mais si on t'assiste et que tu fais une économie de ressources sur le passage de ces montées, probablement tu peux rouler plus longtemps, donc aller travailler un effort différemment, plus sur la durée. Je crois encore une fois que c'est une question de perception. Tu parles de l'aspect compétitif. Je ne sais pas si un jour vraiment on verra de la compétition de route avec de l'assistance électrique. Je suis un petit peu revenu sur ça depuis quelques années, parce que je trouve qu'effectivement, avant Covid, ça montait très très fort. Il y a même d'ailleurs un organisateur qui avait organisé une épreuve auquel j'ai participé et qui a été interrompue le week-end où le Premier ministre nous annonçait que le confinement avait lieu quelques heures plus tard. Et je pensais vraiment que ça commençait. Et puis, alors je pense aussi que le gravel est venu couper l'herbe sous le pied au vélo électrique, avec ce côté nature, où les marques ont vraiment orienté leur communication et marketing beaucoup plus gravel que sur vélo électrique. Et là, je reviens un petit peu sur cet aspect compétition, effectivement. Ouais, alors, il se passe des choses dans l'aspect VTT, voilà, avec de la compétition de VTT à eux. Les détracteurs vont dire que la frontière se brouille entre ce qu'est une moto et ce qu'est un vélo électrique. Il y a des fois où on peut se poser la question aussi. Après, si on revient sur notre côté, puisqu'on a décidé d'aborder ça par le prisme route et gravel, je ne crois pas à l'aspect compétitif. Je crois vraiment qu'il y a eu... en fait, encore une fois, on a affaire à des industriels. Ils ont développé des moteurs, ils ont développé des batteries. Et puis, c'était au début adapté beaucoup plus à du déplacement urbain, au cargo qu'on aime bien et dont on a débattu et redébattu, au VTT. Et puis, je ne sais pas comment c'est né, mais on s'est dit, on a des produits là, comment on pourrait les décliner sur les vélos de route qu'on vend beaucoup, et qu'est-ce que ça peut apporter dans la pratique sportive. Et je pense qu'on ne s'est pas posé cette question avant. On s'est dit, est-ce qu'on peut décliner sur du vélo de route ? Oui, techniquement, on peut. Les techniciens, les ingénieurs ont dit, ouais, on peut. Bah, on met un cadre là, on met la batterie, on la cache. Allez hop. Alors, et puis on a fait des vélos. Certains n'ont pas caché au début et c'était vraiment pas terrible en termes de visuel. Mais tu sais, on est en train de parler quoi, de 2020 là, ouais. Avant 2019-2020. Ouais. 2019, on va prendre ça comme année pivot. Tu as vu ces vélos-là arriver et on ne savait pas à qui les vendre. On ne savait pas à quoi ils servaient. Je me rappelle d'une marque française qui s'appelle Look, qui a commencé à faire du vélo de course électrique en mettant en scène Bernard Hinault. Et puis ça loupe pas, en fait. Pour moi, c'est une erreur de communication. C'est le vélo électrique, c'est pour les vieux. Pardon Bernard. mais je pense qu'en fait, on savait pas pour qui c'était. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en 2023, on ne sait pas encore bien pour qui c'était et à quoi ça sert. Est-ce que tous les deux, on va répondre à cette question aujourd'hui ? Je n'aurai pas la prétention de le dire. On va apporter en tout cas notre vision de la chose, ça c'est sûr. Mais on ne sait pas. Moi, j'ai essayé de discuter avec des gens qui ont un bagage cycliste sportif, un passé de compétiteur, qui ont essayé, qui ont roulé avec de l'électrique, avec un regard à la fois technique et à la fois de pratique pure et dure et sportive, et qui ont dit qu'effectivement ça leur permettait peut-être d'allonger de la distance, de travailler sur plus de foncier, de moins appréhender une grosse montée. C'est agréable, effectivement, quand tu es à l'électrique. Effectivement, tu as cette assistance au pédalage dont tu as parlé. Il y a aussi ce côté je trouve, de vitesse régulière, c'est-à-dire... Comme la vitesse n'est pas produite uniquement par la dépense énergétique du corps, qui peut varier, là, tu as vraiment une assistance électrique. Et donc, la vitesse est beaucoup plus lisse, beaucoup plus continue. Alors, c'est pour ça aussi que dans les montées, c'est beaucoup plus agréable, parce que c'est beaucoup plus souple. Et de par tous ces avantages, il y a aussi la réduction de l'effort contre le vent. Parce qu'en tant que cycliste, tu sais très bien, quand tu as un vent qui est défavorable, voire 3/4 défavorable, tu peines beaucoup plus. Et là, le fait d'avoir une assistance électrique te permet de puiser un peu moins dans tes réserves. Donc tous ces avantages, toutes ces caractéristiques du vélo électrique comparativement au vélo musculaire fait que tu pourrais te dire que c'est fait pour des personnes qui ne veulent pas les rouler seuls, donc pourquoi pas y aller avec son époux ou son épouse et pourra partager une sortie en commun, ou deux personnes qui peuvent l'utiliser en montagne et donc accéder à des cols
qu'ils ne pourraient pas accéder sur du vélo musculaire. Donc ça s'orienterait peut-être plus vers ces personnes-là. Le B à bas, de toute façon, c'est qu'on est en train. Tu disposes d'une réserve énergétique propre à ton corps, à ta physio, etc. Et on est en train de te dire, on te propose demain de démarrer en doublant ta capacité énergétique. Finalement, quelque part, je schématise, mais c'est un petit peu ça. On te met une batterie, un moteur, donc tu pars avec. C'est l'histoire de l'homme et de la machine. Voilà, l'énergie ne se crée pas, on la prend quelque part et on te la propose là, et tu peux l'utiliser avec. Finalement, tu as une quantité d'énergie finie qu'on te rajoute sur le vélo. Qu'est-ce que tu en fais ? C'est quelque chose de très personnel aussi. Tu dis oui, je vais accéder à des cols auxquels je n'accède pas. Là, on essaie d'avoir cet environnement sportif, ce questionnement sportif. Je crois que la réponse est en cours d'élaboration, aussi avec l'évolution des produits. Je refais un petit retour en arrière sur qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur le marché en termes de vélo de route ou de vélo gravel. Il y a 2 grandes catégories. D'ailleurs, juste avant que tu répondes, JP, est-ce qu'on parle du vélo électrique ? Est-ce qu'il a plus une finalité sur la route ou sur le gravel ? Ou peut-être les deux, ton avis ? Les deux. Les deux ? Les deux. Je sais pas si. Moi, je le verrais plus sur route, tu vois, titre personnel. Ouais, je sais franchement, aujourd'hui. Bon, alors, disons-le, moi, c'est pas mon goût tout de suite, en tout cas, sur cette pratique-là, de m'embarquer avec quelque chose qui a la complexité d'un système électrique. Mais je pense qu'on va trouver des gens pour qui ça va répondre à pas un besoin, mais en tout cas un questionnement, une envie. Alors à titre pour perso, moi je te rejoins. Mais par contre, je trouve que ça peut permettre aux personnes qui ne peuvent pas actuellement, pour différentes raisons, d'accéder au vélo. Tu vois. Oui, mais tu as raison dans un sens, ça tirera plus facilement sur la route parce que il y a en tout cas une frange de la population et qui doit aussi être parmi nos auditeurs, qui sont des gens quinquas ou plus avancés en âge encore, 50, 60 ans, 70 ans, qui ont certainement un passé sportif, vélo et cyclosportif à leur actif et qui veulent continuer de profiter de cette pratique en extérieur, de cette pratique conviviale, etc. et qui vont avoir des moyens physiques qui peuvent à un moment devenir limitants et qui vont amoindrir cet effet limitant par l'accès à l'assistance électrique. Et pourquoi je voulais revenir en arrière sur la technique ? Parce que je pense que fondamentalement, c'est aussi l'évolution de la solution technique qui est proposée qui va permettre d'aller trouver le bon usage. Quand tu dis l'évolution technique, c'est quoi ? C'est la batterie, l'autonomie de la batterie ? Alors, déjà, on a 2 systèmes qu'on va trouver. On a des systèmes de moteurs pédaliers et des systèmes de moteurs moyeux. Attention, je ne suis pas en train de faire une globalité de tout le marché du VAE. Je suis en train de m'intéresser à des vélos de type route ou gravel. Et donc, on a déjà ces 2 mondes-là qui vont avoir des défenseurs et des détracteurs. Certains vont dire que le moteur pédalier, il n'est pas bien positionné parce qu'il est trop loin du point de transmission de puissance à la route et donc on a de la dissipation, de la perte de couple, etc. dans le système de transmission. Et donc, ils vont préférer avoir des moteurs dans la roue arrière. Je sais que tu me regardes d'un œil bizarre, mais le marché est en train de se poser cette question-là. Voilà, parce que, j'y reviens après, le moteur moyeu roue arrière peut avoir une certaine modularité aussi. Et donc, en tout cas, aujourd'hui, il y avait une course à moteur central pédalier qui est en train de se rééquilibrer avec ce qu'on a réussi à faire en termes de miniaturisation et d'avancée en termes de captation, puisque pour fonctionner de manière fluide et la plus transparente possible, on a besoin de capter pour adapter la délivrance de l'énergie électrique dans le cycle de pédalage du coureur. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas un cyclomoteur, on vient assister. Et donc en fait aujourd'hui on a des moteurs moyeux arrière qui deviennent très performants et qui ont aussi des avantages de légèreté et je vais y revenir de modularité. Mais on a aussi une entreprise française, Mavic, pour pas l'annoncer, qui travaille sur du moteur assez miniaturisé dans le pédalier avec une technologie qui est assez prometteuse. Et puis n'oublions pas qu'en termes de miniaturisation, c'est le sport qui nous a... Alors,
sait-on vraiment le fin mot de l'histoire, mais ces affaires de tricherie et de dopage mécanique, on sait que le matériel existe, hein, on l'a vu, il est commercialisé d'ailleurs, il est encore très cher et très peu accessible. On est limité dans la quantité d'énergie, puisque, enfin, faut pas oublier, l'énergie se stocke. Et aujourd'hui, au niveau où on est de la connaissance de la batterie, la quantité d'énergie est proportionnellement visuelle à la masse de ce qu'on peut voir. Donc, quand c'est caché, il y a un petit peu d'énergie, mais c'est limité. Voilà. Faut l'utiliser au bon moment. Donc, pour avoir refait ce point, qu'est-ce qui est mieux, moteur pédalier ou moteur central ou moteur arrière? Chacun décide, mais je vais prêcher après pour le moteur arrière. Parce que, encore une fois, c'est les cas d'usage. Donc, les deux progressent en parallèle et les deux vont vers plus de légèreté. On sait bien que le poids, il y a très peu d'épisodes où on ne parle pas de poids, je crois. Pas parce que toi et moi, on y est particulièrement attachés, mais parce que simplement, les gens qui nous écoutent et les gens qui font du vélo par tradition, par culture, sont attachés aux questions de poids. Plus au poids de vélo qu'au poids d'eux-mêmes. Oui, bien sûr, voilà. je pensais à ça. Et aujourd'hui, il serait improbable d'essayer de commercialiser un vélo de route en tout cas à prédisposition sportive qui fasse au-delà de 20 kg, c'est impossible. Mais même déjà au-delà de 15, déjà tu arrives sur des vélos. J'ai exagéré volontairement à dessein pour dire que on va commencer maintenant à trouver et à mêler cette assistance électrique avec un usage sportif parce que on est presque à des poids mesurables, comparables. Alors, il y a toujours un effet de gamme, c'est-à-dire qu'on va... Allez, faisons simple. Un vélo de route d'entrée de gamme va peser une dizaine de kilos et aujourd'hui, un vélo de route à assistance électrique haut de gamme, on va commencer à en trouver à 11-12 kilos. Donc, c'est pas très loin. Donc, c'est pas très loin. Donc c'est pas très loin et ça commence à du coup donner des vélos dont le comportement dynamique sans assistance est finalement moins éloigné que le comportement d'un vélo de route conventionnel musculaire. Ça fait toujours bizarre de parler de vélo musculaire, mais donc c'est ça qui va permettre de réenvisager et de retrouver des usagers et des usages pour des vélos assistance électrique à prédisposition sportive. Et ça, on va le trouver avec les deux. C'est-à-dire qu'il y a des moteurs centraux qui vont permettre ça aussi, et il y a des moteurs arrière, moyeu arrière, qui vont encore plus permettre ça, et surtout, ils vont permettre de se dire que si j'ai plus que la roue arrière qui change et que mes batteries, elles sont stockées de manière quasi invisible et pourquoi pas aussi amovible dans mon cadre en carbone qui a une esthétique conventionnelle, peut-être que demain, en fait, je peux avoir un vélo qui est à la fois un très bon vélo de route musculaire et à la fois un bon vélo de route à assistance électrique. Et je pense que là, il y a quelque chose que les marques ont vu aussi, parce que, en tout cas, de mon point de vue, ce que j'observe, c'est que le côté invisible de la chose est important, parce qu'il y a toujours ce questionnement du regard de l'autre, mais aussi de la réversibilité. Mais maintenant, quand tu regardes un vélo électrique, maintenant tout a été intégré principalement. On a du mal à voir que c'est vraiment un vélo. Tu vois quasiment pas sur certaines marques qui ont déjà l'habitude d'avoir des tubes relativement gros. Voilà. Franchement, tu vois. Il faut vraiment que quelquefois ça soit marqué dans la description pour que tu puisses te dire ok, c'est un vélo électrique. Sinon tu ne le vois pas, tu ne le vois plus. Et je vais donner une anecdote. Il y a une marque qui s'appelle 3T qui fait des vélos en carbone. Il y a 2 ans, ils ont sorti un nouveau modèle de leur vélo avec un down tube exagérément gros d'un point de vue de la section, avec des arguments d'aérodynamique, etc. Et je me rappelle avoir dit à l'époque, je dis c'est bon, maintenant il y a la place pour mettre une batterie. Et je rigolais avec le distributeur, Alex, je te salue. Et je disais, mais en fait, il va sortir en électrique, c'est obligé. Il s'est sorti en électrique. Donc en fait, encore une fois, la démarche d'ingénieur, le gars a fait le moule en se disant, mais là, j'ai la place pour mettre une batterie, pouf, demain, je peux le faire, quoi. Voilà. Et effectivement, c'est devenu quasiment invisible. Mais je pense que, tu vois, l'étape d'après, c'est de se dire, ok, j'ai ce vélo-là, je vais pouvoir enlever cette batterie. Je vais pouvoir mettre une roue arrière normale et je récupère un vélo de route à 8 kg. Mais quand j'ai besoin de cette assistance électrique, je peux le transformer. Je pense qu'il y a là quelque chose qui est de nature à ouvrir la porte à certaines personnes qui ne vont pas... Parce que la techno est chère quand même, d'accord ? Donc si on veut quelque chose qui est dans les poids qu'on a évoqués là, on ne peut pas parler de quelque chose qui coûte moins de 6 ou 7 000 euros à l'heure actuelle. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça me fait penser à un des épisodes précédents où on comparait le vélo de route
et le vélo gravel sur avoir un seul cadre et différents types de roues. Là, on pourrait même se dire que tu peux avoir un type de vélo différent, c'est-à-dire avoir ton vélo de route avec le même cadre, ton vélo de route, ton vélo gravel, et pourquoi pas un jour te dire là je passe en électrique pour cette sortie-là parce que j'ai une ascension et je suis pas très, très en forme ou je veux être un peu plus à l'aise tout simplement. Mais c'est là que le côté depuis lequel on regarde change. C'est-à-dire que l'intérêt du consommateur, ça serait ça. Oui, clairement. La complexité mise à part, parce qu'il faut un certain niveau pour commencer à bricoler. On sait que tout le monde n'est pas capable. Non, je suis désolé, hein, je le dis, mais tout le monde n'est pas capable de changer un pneu aujourd'hui. Donc, alors, changer une roue, enlever sa batterie du cadre, l'extraire, la rebrancher le lendemain. Bon, il y a une certaine complexité là, mais du point de vue de l'industriel, lui, ou de la marque, elle, ce qu'elle veut, c'est segmenter. Plus elle segmente, plus elle te vend de vélo. Plus elle a de capacité ou de terrain de jeu à te vendre des choses différentes parce qu'elle spécialise. Donc, il y a peu de chances mais peut-être qu'il y a des phases. C'est-à-dire qu'on va commencer vers aller sur de la polyvalence pour que les gens essayent et que demain ils spécialiseront. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais il y a quelque chose ici. Ce que j'essaye de finalement d'illustrer, c'est de dire que c'est peut-être l'évolution de la technique qui va permettre au marché de se trouver, de se construire et de trouver les usagers et les usages de ces vélos-là. Donc, je pense pas comme toi que y ait demain de la compétition de vélos de route à assistance électrique. Je pense que si l'évolution se fait rapidement, il y a toute cette frange de population aujourd'hui dont je parlais tout à l'heure, d'anciens coureurs ou d'anciens aspirants coureurs qui veut continuer à pratiquer et pour qui l'assistance électrique, pour peu qu'elle n'entache pas l'étiquette, c'est-à-dire qu'on n'ait pas un vélo disgracieux, qui ne soit pas au double du poids, etc., va vraiment pouvoir être adopté et développé. Donc oui, là, je te rejoins sur la route. Il y a en tout cas, voilà, ce marché, le potentiel est là. Voilà. Et puis, si on le saisit maintenant, il évoluera avec, puisque ces gens-là vont passer le relais à d'autres et on va ancrer ça dans les usages. Donc, ça deviendra plus naturel de se dire qu'à partir d'un moment, je vais pouvoir utiliser ça à mon bénéfice et continuer de pratiquer et que ça sera plus inclusif. Et pour revenir au titre de l'épisode et à ta question sous-jacente sur le gravel, il y a deux aspects de la chose, soit ce qu'on vient de décliner sur la route, soit ce qu'on va retrouver dans le VTT, où finalement l'assistance électrique va permettre peut-être plus de capacité de franchissement ou de frange de terrain. C'est-à-dire que si j'ai une assistance sur mon gravel, le petit radar avec les cailloux, etc., où je le passe à pied avec le vélo sur l'épaule aujourd'hui, je vais peut-être réussir à le passer en roulant. Mais si je me retrouve dans cette situation, est-ce que j'ai déjà pas le VTT à assistance électrique qui répond à la question ? Ouais. Et surtout, si j'ai une pratique d'aventure avec ce que ça peut comprendre de recherche d'imprévus, etc., est-ce que je m'encombre avec quelque chose que je dois recharger ? Quand on sait que on le voit quand même dans cette pratique, alors on sait qu'il y a plus ça va, plus on va avoir des capteurs, plus on va avoir aujourd'hui, il est pas du tout rare de trouver des pratiquants gravel avec des capteurs de puissance sur leur pédalier. Bien, pas bien, c'est pas le débat du jour. Tu connais mon avis sur la question. Mais est-ce que demain, ils veulent s'encombrer en plus d'une batterie et d'un moteur ? Comment ils les rechargent ? Je dirais que l'encombrement peut dépendre de l'autonomie. Parce que si tu sais effectivement que tu as une autonomie qui te permettra de faire une ou deux montées, mais pas les 10 qui sont au programme, est-ce que c'est vraiment utile quand tu compares avec le poids du vélo, tu vois ? Voilà. Par contre, si tu es sur une autonomie qui te permet, un petit peu comme avec la voiture électrique aujourd'hui, si tu es sur une autonomie qui te permet de faire la sortie que tu as prévue avec 10 ascensions en confort, après en jugeant effectivement si tu es en mode turbo ou pas, mais je pense que l'autonomie de la batterie peut avoir une incidence sur le développement de ce segment. Oui, probablement. Aujourd'hui, on voit, parce que les technologies électriques, elles sont davantage utilisées sur les véhicules à 4 roues aujourd'hui. Alors, il y a des marques leaders, évidemment. Il n'y a pas une rupture technologique aujourd'hui qui a permis de conférer à quelqu'un un avantage gigantesque. Et c'est pas l'industrie du vélo qui va révolutionner ça, soyons
Enfin, voilà, à échelle constante, l'innovation viendra de la voiture, hein, elle viendra pas, donc, et le vélo en bénéficiera. Donc tant qu'on ne voit pas ça se populariser, se généraliser dans la voiture, c'est une réduction majeure aujourd'hui de la taille et ou Clairement. de la capacité, parce qu'on peut se dire on reste à taille équivalente mais on a doublé la capacité, ou alors on diminue de 2 la taille et le poids des batteries à capacité équivalente, l'un ou l'autre. Mais pour l'instant on n'est pas dans ces proportions-là, hein. Tout ce qui se passe aujourd'hui est plutôt de type incrémental, hein. Voilà, ça évolue à l'échelle, ça évolue de manière relativement rapide quand même, mais on n'est pas sur une révolution de ce point de vue-là. Donc dans le vélo, pour moi, c'est un peu pareil. Si on joue notre jeu du pronostic, je pense qu'il y a probablement une marge de manœuvre sur le vélo de route assistance électrique. Pour moi, le cas d'usage, c'est la population dont on a parlé tout à l'heure. Ou pourquoi pas une population de néo-pratiquants aussi qui vont arriver avec moins d'ambition sportive, mais quand même de se mettre au sport. Voilà, avec cette envie de loisir, de plaisir. Voilà. Je le vois moins dans le gravel quand même. Moi aussi. En tout cas, je le vois moins dans le gravel, puisque de ce côté-là, si les gens veulent vraiment partir à l'aventure sportive, rouler vite, aujourd'hui le VTT AE, on a vu comment, maintenant c'est impossible d'aller sur un chemin. Moi j'habite en moyenne montagne, c'est impossible de sortir et de ne pas croiser de VTT AE, quoi. C'est strictement impossible. Il n'y a pas un jour où tu vas sur un chemin et tu ne trouves pas de VTT AE. Donc ça c'est bien ancré et c'est une pratique sportive quand même, hein. Je veux dire, il faut les suivre, hein. Et puis voilà, ça a permis beaucoup plus de choses, beaucoup plus de... Ça a été rapidement adopté, je trouve, côté VTT. Voilà. Autant sur le gravel, j'y crois moins. J'y crois moins, je pense que c'est une pratique entre deux moi, je te rejoins, où j'ai l'impression plutôt qu'on va atteindre sur cette frange-là, sur cette pratique loisir, en tout cas, on va atteindre un plateau aussi techno et on va plutôt revenir en arrière sur un peu plus de simplicité pour se dire je l'attrape le vélo puis je vais faire mon truc, j'ai pas besoin de prévoir, j'ai pas besoin de charger, j'ai pas besoin de mettre 4 capteurs, on en parlait la dernière fois sur les histoires de longue distance aussi. Il y a eu toute une part de marché sur les moyeux dynamo où moi je vois un retour en arrière. Les gens se disent le moyeu dynamo il est un peu plus délicat, il est tout le temps là, je m'en sers pas tout le temps, je vais revenir avec une lampe à batterie plus simple que je prends que quand j'en ai besoin. Donc moi en tout cas je vois cette... D'autant plus que maintenant il y a plus d'autonomie, il y a un travail qui a été fait dans les batteries externes qui permettent plus d'autonomie avec un poids qui est plutôt maîtrisé. Donc on est sur cette partie aventure gravel, on est sur il y a en tout cas une frange de la population de pratiquants qui est sur une recherche de simplification, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de place pour l'assistance électrique là. Et je pense que plutôt que les gens qui ont développé sur des plateformes typées Aventure Gravel, je parle de plateformes de cadre, les gens qui ont développé des solutions, ça sera certainement redistribué ou réacheminé sur du vélo un peu plus urbain loisir avec des cintres plats. C'est comme ça que je l'envisage en tout cas. Mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui se passera sur la route par contre, parce que maintenant on est déjà à des niveaux de techno qui permettent aux gens qui de toute façon vont pas faire des sorties de plus de 70-80 km de le faire en étant capable de recommencer le lendemain. Et encore, tu vois, on en revient à l'usage. Je veux dire que si ça te permet pendant ta semaine de vacances au pied du Mont Ventoux de faire l'ascension 4 fois plutôt qu'une, ça trouvera un public. Même si c'est moins mis en avant comparativement par rapport au niveau marketing, au niveau pour notamment l'industrie du cycle, que le gravel qui est vraiment le vent en poupe, c'est moins mis en avant, mais je trouve que ça n'enlève pas le fait qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur l'esthétisme effectivement des vélos, des machines qui sont maintenant aussi beaux que ce que j'appelle les musculaires. Mais si effectivement tu l'as dit, je pense que c'est en train de trouver en toute discrétion sa cible, de s'affiner, et moi aussi je le vois plus sur route qu'en pleine nature. En pleine nature ça peut aussi être sur route, hein, mais on va dire sur les chemins ou dans les chemins. On avait fait un bel épisode aussi sur l'impact environnemental des vélos électriques, mais ça, j'invite les personnes à écouter l'épisode. Mais pour résumer, si on pouvait résumer cet épisode, je te donnerai la parole après JP, mais de mon côté, c'est qu'en fait, le choix entre l'électrique et le musculaire dépend des besoins, des préférences de chaque cycliste, de quel est l'objectif, de pourquoi il prend sa machine, il prend son vélo, sa machine le matin. Tu as effectivement un vélo électrique qui offre une assistance de pédalage, une souplesse, une autonomie limitée, parce qu'il y a aussi ce poids, alors que le vélo musculaire, lui,
nécessite un effort physique, une dépense. Il y a aussi ce côté peut-être fitness que les personnes veulent entretenir en prenant leur vélo musculaire. Mais voilà ce que je pouvais dire de mon côté sur cet épisode. Et si je te laisse le mot de la fin, JP, pour conclure, ça serait lequel ? Eh bien, électrique ou pas, faites du vélo. Très clairement, voilà, on en revient toujours à ça. S'il vaut mieux quelqu'un sur un vélo avec une assistance que pas sur que sur son canapé, voilà, ou pas sur le vélo du tout. On est clairement dans une marche conjointe du développement de la technique et de l'usage, en fait. Voilà, on n'est pas en train de répondre à un besoin exprimé. On est en train d'en créer un ou de créer des nouveaux usages avec une technologie. Donc, soyons spectateurs de ça. On fait des prédictions tous les deux toujours, hein, mais voilà, je ne sais pas si on a souvent raison ou pas souvent raison. Rendez-vous dans quelques années, mais voilà, je suis comme toi. On va voir des choses nouvelles se développer. Un grand merci JP et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci.